Euh, je suis donc venu pour vous parler de, de choses non techniques. Alors, c'est pas tout à fait vrai, on fera une petite aparté technique au milieu pour, euh, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement d'un fournisseur d'accès Internet et d'un hébergeur. Mais sinon, le fond de cette présentation, c'est d'aborder des sujets plutôt non techniques, plutôt d'ordre général sur le fonctionnement d'Internet en France. Donc avec des informations commerciales, des informations stratégiques, des informations économiques. Et si je viens vous en parler, c'est parce que c'est mon métier, évidemment. Et c'est intéressant, je pense, de vous transmettre ces informations que je vis au quotidien pour que ça puisse éventuellement, tant que possible, vous servir dans votre futur job. Alors, pour ma part, j'ai été sur les bancs en face de moi, donc à votre place, jusqu'en 98 où je suis sorti avec un DUT qui s'appelait GTR à l'époque, qui s'appelle RT aujourd'hui. En 2002, donc en fait, c'est pas dans ces locaux, c'est dans des locaux, les anciens locaux de l'IUT en face du canal du Midi. Et en 2002, avec trois associés, on a créé une société qui s'appelle OVA et qui a pour métier l'hébergement Internet et la fourniture d'accès Internet pour les professionnels. Très brièvement, parce que c'est pas l'objet, donc ça fait 12 ans, on est 11 personnes. On a un secteur de prédilection qui va de Béziers jusqu'à Nîmes, donc un secteur assez proche de notre implantation, qui est à Montpellier. Et donc avec une forte valeur qui est le service, le conseil, l'accompagnement de nos clients, tout en s'appuyant sur une infrastructure qui évidemment est la même, toute proportion gardée, que celle d'un hébergeur type OVH ou des entreprises dont vous avez certainement entendu parler. Donc le programme de cette session, qui va durer environ 3 heures, est affiché à l'écran. Alors, on fera une petite pause au milieu, je vous rassure, pour les fumeurs. Je vais faire quelques rappels sur l'histoire, sur ce qu'est Internet. On va faire un petit flashback sur l'histoire de l'Internet en France. Ensuite, on va parler des réseaux d'infrastructures qui sont sur nos territoires. À ce moment-là, je ferai une aparté sur l'explication du fonctionnement d'un fournisseur d'accès Internet et d'un hébergeur. Ensuite, on rattaquera sur, donc c'est à peu près à ce moment-là qu'on fera la pause, on rattaquera sur qui sont les opérateurs qui fournissent ces services en France, et puis quelques sujets un petit peu divers comme la fourniture des adresses IP, l'interconnexion entre les opérateurs et les protocoles d'interconnexion. Quelques rappels. L'idée, c'est qu'est-ce qu'Internet au départ? Aujourd'hui, c'est naturel pour tout un chacun de se connecter sur Google, de faire une recherche et d'acheter un bouquin sur Amazon. Et derrière tout ça, il y a quand même quelques mécanismes. Donc tout commence finalement par vous-même, qui êtes le client, enfin le client dans le sens client-serveur, ou même le client dans le sens commerce, le consommateur, qui voulait accéder à un contenu. Alors vous avez un périphérique, alors là c'est un périphérique des années préhistoriques, mais aujourd'hui ça peut être un smartphone, et voulait accéder à des ressources distantes, des contenus, ou une boutique pour acheter quelque chose. Et finalement, entre vous et cette ressource, il se passe tout un tas de choses qui peuvent être plus ou moins abstraites, plus ou moins sombres, et fonctionner plus ou moins par magie. Et finalement, au même moment que vous faites cette action-là, il y a des milliards d'autres personnes qui font des actions similaires exactement en même temps. Et on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne tout cela. Donc au départ, Internet, c'est avant tout avant même de parler d'Internet, on parle de réseau, on interconnecte différents périphériques sur un même réseau. Votre voisin ou l'université dans une autre ville fait la même chose avec ses propres périphériques. Et l'idée, c'est d'interconnecter tous ces réseaux pour que chacun,
où qu'ils soient situés, puissent communiquer avec d'autres périphériques, où qu'ils soient situés eux-mêmes. Et en faisant ça, finalement, on crée une multitude de réseaux partout dans le monde qu'on interconnecte les uns avec les autres, avec des liaisons qui peuvent être plus ou moins distantes et plus ou moins multiples pour avoir des chemins différents pour accéder d'un point A à un point B. Et en reproduisant le schéma de tout à l'heure, on constate ici sur ce dessin qu'on peut traverser de multiples réseaux différents avant d'arriver à cette fameuse ressource que l'on souhaite consulter. Voilà, bon, c'était un rappel. Le principe d'Internet, vous le connaissez un petit peu. Donc, on va parler un petit peu de l'histoire pour comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'à l'époque des réseaux militaires qui ont été le fondement même d'Internet, mais on va remonter en France à ce qui nous intéresse particulièrement, les événements importants. Donc en 98, on a quelque chose d'assez important qui se passe. C'est que jusqu'avant 98, on avait un seul opérateur sur le territoire français, qui s'appelait France Télécom, et qui avait le monopole d'État, et était considéré, c'est une entreprise de service public. Donc le service public, son nom l'indique très clairement, l'idée d'un service public, c'est de fournir une prestation à l'ensemble des habitants d'un territoire de façon équitable et la moins coûteuse possible, en tout cas, c'est l'intérêt, enfin c'est l'objectif d'un service public. Sauf que la France fait partie de l'Union européenne, et l'Union européenne a considéré que d'avoir un monopole sur ces services de télécommunication, c'était anticoncurrentiel. Alors anticoncurrentiel, ça veut dire, c'est très clair, c'est que quand on a un seul acteur qui fournit un métier, évidemment, il est maître de sa politique commerciale, puisqu'il n'a absolument aucun concurrent et personne ne peut venir sur son terrain de jeu. Donc en 98, l'opérateur France Télécom devient une société privée, c'est-à-dire qu'elle ne dépend plus de l'État. Alors en fait, elle n'en dépend plus complètement. Il y a quand même une participation de l'État qui reste dans France Télécom, mais minoritaire. Et l'objectif de cette opération est de créer la concurrence et donc de faire venir de nouveaux acteurs sur ces métiers des télécommunications. Et l'objectif final étant que les usagers puissent bénéficier de services plus innovants et moins chers. Plus innovants parce que quand on est tout seul sur un marché, on a tendance un peu à s'endormir et à laisser, à se laisser aller et à pas innover. Alors que quand on a un marché très concurrentiel, chacun est obligé d'innover pour se démarquer et donc recruter de nouveaux clients. Alors, ce qui va se passer avec le fait que France Télécom devienne une société privée et que le marché soit ouvert aux nouveaux opérateurs, c'est que ces nouveaux opérateurs vont devoir créer leurs propres infrastructures. Ce que je n'ai pas dit, mais je le dis maintenant, c'est que France Télécom a hérité de l'infrastructure qui avait été créée par l'État, l'infrastructure réseau, les boucles locales, les réseaux de transport, les réseaux de communication, qui avaient été créés et financés par l'État en tant que service public, ont été transférés à France Télécom, qui a donc hérité d'une poule aux œufs d'or, puisqu'il n'a pas eu à reconstruire cette infrastructure. Alors que tous les nouveaux opérateurs qui arrivent sur le marché à ce moment-là sont obligés de créer leurs propres infrastructures. Ce qui est arrivé en même temps que cette dérégulation, c'est la mise en place d'un organisme qui s'appelait l'ART à l'époque, qui s'appelle l'ARCEP aujourd'hui, qui est une autorité de régulation qui a pour objectif de s'assurer de la bonne marche de la concurrence sur le marché et surtout de veiller à ce que France Télécom ne continue pas de profiter de sa situation de monopole de l'époque et donc de sa position dominante. Et que tous les autres acteurs qui arrivent sur le marché à ce moment-là puissent bien profiter de cette aubaine de mise en concurrence.
Ensuite, on a des années 99, 2000, 2001 qui montrent c'est une période faste, qui voit l'arrivée donc de nouveaux acteurs dans le métier des télécommunications, dans le métier de l'Internet plus globalement, des sociétés américaines qui viennent s'implanter, des startups qui sont créées et qui bouleversent un peu les façons de faire du business, puisque finalement c'est un métier très très immatériel et ces sociétés créent de la valeur uniquement par l'aspect financier qu'on peut donner à ces données et à ces sites internet ou à ces applications qu'ils peuvent créer. Le schéma, enfin la courbe qui est à droite, c'est la courbe d'un indice boursier qui montre que alors c'est pas forcément très visible, mais entre 98 et 2000-2001, il y a une très très nette montée finalement des marchés. Et c'est ce qu'on appelle la bulle Internet. Donc le marché est porté par les activités télécom et Internet. Ensuite, en 2001, les gens finalement se rendent un peu compte que tout cela s'est allé un petit peu à l'excès, que beaucoup de valorisations d'entreprises ont été basées sur des choses tout à fait abstraites et tout à fait irréalistes. Donc ces entreprises, selon leur solidité à l'époque, vont tenir la barre ou pas forcément, et donc certaines entreprises vont disparaître, certaines entreprises vont se faire racheter. En tout cas, on appelle ce moment-là l'éclatement de la bulle Internet, puisque les marchés ne financent plus ces activités-là. Donc le même graphique du même indice boursier entre 2001 et 2003. La conséquence de cet événement, c'est que finalement les entreprises les plus solides considèrent que c'est une bonne aubaine de profiter de ce moment de difficulté et de crise pour racheter à bon prix les sociétés qui sont les plus mal en point. Parce que malgré tout, ces entreprises, si elles sont mal en point, elles ont quand même à un moment donné créé de la valeur. Ça peut être créer des concepts, des sites internet qui fonctionnent bien, ça peut être des infrastructures physiques. Et donc les gros rachètent les plus petits ou les moins solides. Et donc c'est une période de consolidation où le nombre d'acteurs va diminuer. Et on a notamment un acteur qui s'appelle LDCom qui va racheter plusieurs sociétés qui ont créé des infrastructures, réseaux, comme Captech, Firstmark, Belgacom, Neuf Télécom, etc. Et ce groupement, ce consortium va s'appeler Neuf Télécom. Ensuite, on a un événement important aussi qui arrive à cette période. C'est en fait lié à un constat, c'est qu'on a eu l'idée de créer la concurrence pour favoriser l'accès aux technologies à tout le monde et créer des offres innovantes et moins coûteuses. Cependant, quelque chose qui n'avait pas été anticipé, c'est que ces nouveaux arrivants ont préféré tout de suite investir dans les grandes capitales, dans les grandes villes, parce que c'est les endroits où évidemment il y avait le plus de chances d'avoir un grand nombre de clients rapidement, et donc de pouvoir rentrer dans leurs frais, parce que leurs investissements étaient quand même importants. Du coup, on a une conséquence directe, c'est que toutes les zones qui ne sont pas des grandes villes, et pas forcément la campagne, ça peut être des villes de moins grande taille, ne sont pas couvertes par ces nouvelles offres, et donc ne profitent pas des effets de la concurrence. Donc l'État a considéré que si les opérateurs privés ne viendraient pas, il n'avait pas de moyen de les forcer à le faire, et que donc il y avait une solution alternative qui consistait à autoriser les collectivités, donc les villes, les métropoles, les départements, à construire des réseaux d'infrastructures pour combler ce manque de concurrence. Et cette chose-là est intéressante parce que finalement, ça va
faire en quelque sorte un pas en arrière, puisqu'on va redonner à l'État, indirectement, la propriété des infrastructures qu'il va recréer, alors qu'il les avait déjà créées à l'époque où les télécoms étaient un service public. Donc il y a quelques exemples très proches d'ici de collectivités qui ont construit des réseaux pour combler le manque de concurrence. Donc il y a le département de l'Hérault qui a créé il y a 5 ans un réseau qui s'appelle Numéro, donc à l'échelle du département, pour couvrir les zones d'activité d'entreprise de tout l'Hérault en fibre optique. Et ce département a considéré que ce n'était pas à lui à financer ce projet de façon complète, mais de s'adosser à un partenaire privé qui tout seul n'y serait pas allé, mais avec son concours, de cofinancer ce projet de création de réseau, et donc ensuite le mettre à disposition de sociétés, de services qui pourraient fournir des services. 2005-2006, on continue dans la consolidation. Donc Neuf Télécom, dont on a parlé tout à l'heure, fusionne avec CGTEL, qui est aussi une société assez importante à l'époque, devient Neuf CGTEL, puis Neuf. 2007-2008, Numéricable rachète Complétel, SFR rachète Neuf, Free rachète Alice. On constate finalement que on partait d'un bon sentiment de vouloir amener de la concurrence en multipliant le nombre d'acteurs. Il y avait peut-être 50, 60, 100 acteurs au début de la mise en concurrence, de l'ouverture de la concurrence, pour finalement se retrouver en 2008-2009, et c'est encore pire aujourd'hui, avec finalement très peu d'acteurs, puisque si on parle de l'accès Internet grand public, aujourd'hui finalement, il y a qui? Il y a SFR, Orange, Free, et tous les autres sont accessoires. J'ai d'ailleurs des chiffres de répartition de parts de marché. Sur l'accès Internet grand public, Orange a encore 40% de parts de marché, donc l'opérateur historique a quand même conservé une position dominante. Free a 22% de parts de marché. Le conglomérat récent entre Numéricable et SFR, 25%. Donc là, avec 3 acteurs, on a quasiment plus de 90% du marché. Et après, on a Bouygues, accessoirement 8%, et d'autres opérateurs beaucoup plus discrets. Donc on peut légitimement se poser la question de est-ce que le contrat était rempli, est-ce que la concurrence joue vraiment son rôle d'innovation et de baisse des prix. Voilà pour l'histoire. Et donc chacun de ces acteurs possède ou déploie et possède des réseaux d'infrastructures. Et on va essayer de voir un petit peu à qui ils appartiennent, qui les opère, et où ils sont et comment ils sont positionnés sur le territoire. Donc on vient de voir la conclusion du chapitre d'avant qu'il restait finalement qu'assez peu d'acteurs. France Télécom, opérateur historique, Iliad, donc, qui est le groupe qui possède Free et Alice, Numéricable, SFR, Complétel, Bouygues Télécom accessoirement, qui donc à eux tous se partagent un peu plus de 95% du marché. Alors, un réseau, avant tout, c'est quelque chose qui est très très matériel et très très physique. Et accessoirement, qui peut aussi se passer dans les airs, puisqu'il y a aussi des réseaux sans fil. Donc c'est avant tout des câbles, principalement, des câbles de fibre optique, majoritairement, pour diverses raisons techniques, dont on pourra parler un peu après. C'est aussi des points de présence, qui sont des points sur lesquels, répartis sur le territoire, dans lesquels les opérateurs disposent d'équipements. Pour des réseaux de longue distance, donc longue distance, on parle de plusieurs centaines de kilomètres, on a des points de régénération de signal. Ensuite, à échelle plus locale, sur la boucle locale, on peut avoir éventuellement du sans-fil, du faisceau hertzien, du Wi-Fi, du câble qui passe sous les trottoirs, sous les routes, sur les poteaux, et des chambres de tirage, des choses comme ça.
géographiquement parlant, tout cela doit bien circuler sur notre territoire et desservir tant que possible l'intégralité du territoire, y compris les zones reculées. Et il se trouve que ces câbles étant des chemins physiques doivent forcément s'adapter à la typologie de notre chère géographie. Et je vais vous schématiser à peu près comment sont répartis ces réseaux d'infrastructures sur le territoire. Tout d'abord, il faut quand même comprendre que construire un réseau, c'est très très coûteux, puisque dans l'absolu, il faut ouvrir un trottoir, ouvrir la route sur des centaines de kilomètres, poser un câble, reboucher, donc ça c'est évidemment très très coûteux. Donc dans la mesure du possible, on va essayer d'utiliser des trajets qui existent déjà, et principalement trois. Le premier étant les canaux. La France est couverte de canaux, le canal du Midi ici en est un exemple. Ces canaux sont opérés par une entité publique qui s'appelle les Voies navigables de France et qui dispose de 7000 km de voies en France, à peu près positionnées comme est indiqué sur le schéma, puisque dans le sud on a le canal du Midi, sur l'est on remonte par le Rhône. Voilà, ça forme à peu près quelque chose de continu comme ça. Et ces canaux étaient utilisés à l'époque par une société qui avait un accord d'exploitation qui s'appelait LDCOM. LDCOM n'existe plus. Et ce qui est intéressant de raconter, c'est que LDCOM, au départ, c'est une société qui opérait des bateaux de transport sur les océans et les mers, et avec finalement la baisse du besoin de transport sur les mers, ils ont et l'augmentation du besoin de construction d'infrastructures réseau, ils ont un petit peu changé de métier. Voilà, ils avaient des flottes de bateaux, ils ont tout simplement amené ces bateaux sur les canaux, ils les ont équipés comme des câbliers, donc des bateaux qui déposent du câble au fond des canaux. Et donc LDCOM a été mandaté par tout un tas d'opérateurs privés qui s'étaient créés lors de l'ouverture de la concurrence pour déposer des câbles au fond des canaux. Et il se trouve que lorsque la bulle Internet a éclaté et que tout un tas d'acteurs ont disparu, LDCOM s'est retrouvé finalement avec des réseaux qu'il avait déposés, mais avec plus personne pour les utiliser. Donc ils ont tout simplement récupéré ces câbles qui n'étaient plus utilisés pour les exploiter par lui-même. Et donc LDCOM est devenu un opérateur de télécommunications par ce biais-là, par opportunité. On a un deuxième réseau qui existait déjà, qui était les chemins de fer, exploité par une société publique qui s'appelle RFF, Réseau Ferré de France, et qui dispose de 29 000 km de voies. Et évidemment, ces voies-là, vous doutez bien, elles sont assez directes entre les villes, entre les grandes villes. Et il y avait un intérêt assez logique d'utiliser ces voies-là pour déposer des infrastructures télécom. Donc c'était un petit peu sous le même schéma que les VNF avec LDCOM. Il y a une entreprise qui avait l'exploitation de ces réseaux-là, qui s'appelait Télécom Développement, qui était une filiale de la SNCF, qui était rachetée. En fait, vous constaterez peut-être qu'au bord des voies ferrées, il y a des sortes de gouttières en béton tout le long des voies, et avec un bouchon en fait, qui est posé dessus. Et si vous soulevez ces bouchons, en fait, il y a des câbles qui circulent le long des voies, avec très souvent des vols de câbles, il y a aussi des câbles cuivres. Un autre réseau assez évident aussi à exploiter, ce sont les autoroutes. Alors là, à l'inverse des VNF et des RFF, on n'a pas une société nationale qui exploite ces réseaux-là, mais plusieurs, qui sont des concessions. Donc chez nous, c'est les ASF autour du sud de la France. Mais en fait, finalement, chacune de ces sociétés-là a considéré que c'était une bonne aubaine aussi de
construire, ou en tout cas d'autoriser la construction de réseaux télécoms le long de leur voie, puisqu'il y a 10 000 km de voie. Et c'est donc tout simplement ce qu'ils ont fait assez rapidement. Sur les autoroutes du sud de la France, vous pourrez des fois constater que le long de sur la bande d'arrêt d'urgence, il y a un trait bleu, des fois il est vert, peint sur la bande d'arrêt d'urgence. En fait, ça matérialise le trajet de la fibre optique, enfin du câble qui est positionné sous la bande d'arrêt d'urgence. Et tous les 300 mètres, ce trait, il va sur le bas-côté, parce que en fait, la longueur maximale d'un câble, d'un touret de câble de fibre optique, c'est 300 mètres. Donc tous les 300 mètres, on passe sur le bas-côté, il y a une chambre, et on jointe le câble suivant. 300 mètres et ainsi de suite. Bon, il y a un inconvénient à avoir positionné le câble sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est que quand il y a une voiture qui prend feu, elle se met sur la bande d'arrêt d'urgence, ça fait fondre le bitume, et des fois ça fait fondre le câble qui est dessous aussi. Donc ça peut entraîner des coupures. Il y a d'autres réseaux dont je n'ai pas parlé là. En fait, ce qui est intéressant de constater, c'est que du fait de la géographie de la France, ces trois réseaux-là se superposent presque. Et donc finalement, on a une faible diversité des trajets. Et quand on est dans le sud de la France et qu'on veut remonter à Paris, en termes de télécom, finalement, on n'a que deux choix. Ou presque, hein, j'exagère, mais c'est par la vallée du Rhône ou par l'ouest du pays. L'avantage, c'est que ça forme quand même une boucle, donc on a une notion de sécurité en cas de coupure de cette boucle. Il y a d'autres réseaux, RTE, réseau de transport de l'électricité, qui exploite les lignes à haute tension. Si vous faites attention, sur les poteaux, enfin sur les lignes haute tension, donc ce sont les endroits où il y a des poteaux assez hauts avec 3 ou 5 câbles électriques, vous pourrez des fois constater qu'il y a un câble qui serpente le long d'un câble électrique. C'est généralement un câble de fibre optique. Pour récapituler, c'est un schéma que j'ai trouvé qui date de 2005, il est ancien, mais finalement ça a assez peu changé. C'est une matérialisation plus ou moins précise des réseaux alternatifs, donc autres que France Télécom. Bon, la boucle que j'avais dessinée tout à l'heure, vous voyez, hein, elle n'est pas tout à fait réaliste. En fait, on est quand même assez présent sur le territoire, mais finalement, il y a bien des zones où il n'y a rien du tout, notamment le centre de la France. Et en comparaison de ce schéma, vous avez ici, pour la même date, la capillarité du réseau de France Télécom. Évidemment, ce réseau est beaucoup plus capillaire que les réseaux alternatifs, parce que ce réseau-là a été construit à l'époque du service public. Et l'intérêt premier du service public, c'est de couvrir tout le territoire, tous les habitants. Donc, évidemment, la présence sur l'intégralité du territoire. Donc France Télécom a hérité automatiquement, de fait, sans investissement, de ce réseau existant. Ce qui est donc quand même, on peut considérer comme un biais dans la concurrence, évidemment, puisqu'ils partent avec une longueur d'avance. Donc les réseaux, là on a parlé de l'aspect plutôt national, assez large, mais ce qui est bien évidemment important, c'est la desserte locale, donc on appelle cela la boucle locale, qui est donc présente dans chaque ville. Et cette boucle locale appartient encore aujourd'hui exclusivement à France Télécom, la boucle locale cuivre, j'entends, je précise, celle qui vous sert à avoir la DSL à la maison, qui vous servait il y a quelques années à avoir le téléphone filaire à la maison, aujourd'hui ça n'existe plus trop. Et accessoirement, quelques sociétés, notamment Complétel et Numéricable, ont déployé des boucles locales alternatives, uniquement dans les grandes villes. Donc les boucles locales alternatives sont principalement ce qu'on appelle le câble qui historiquement servait à avoir la télévision, et aujourd'hui sert à avoir Internet, c'est le métier de Numéricable, et des boucles locales fibre optique, notamment avec Complétel qui a été assez actif sur ce déploiement. Et donc, à côté des acteurs privés
qui ont pu déployer de la boucle locale. On a les initiatives publiques, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, la loi leur a autorisé à créer ces infrastructures locales, ces boucles locales. Un petit aparté sur les initiatives publiques, elles peuvent avoir deux formes. C'est bien de le comprendre, ça peut montrer un petit peu l'intérêt qu'a la collectivité à s'impliquer dans ce projet ou pas. La première forme, c'est la délégation de services publics. Donc là, la collectivité va considérer qu'elle a besoin de créer une infrastructure parce qu'il y a une carence, mais par contre, elle estime qu'elle n'a pas les moyens à elle seule de créer et d'exploiter ce réseau-là. Du coup, elle va s'associer à un acteur privé pour lui déléguer cette fonction de service public, délégation de service public. En général, ça se passe surtout sur des réseaux de grande envergure, comme celui du département de l'Hérault, parce que l'investissement peut être de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc la collectivité n'a pas vocation à dépenser cette somme à elle seule. Donc elle va s'appuyer sur un acteur privé qui va cofinancer, donc financièrement, et ensuite qui va l'aider à exploiter ce réseau. Donc aider à exploiter, c'est considérer que la collectivité elle-même n'a pas les moyens humains d'avoir les techniciens pour faire les dépannages, faire les installations, faire la maintenance de ce réseau-là, mais plutôt qu'elle va préférer s'adresser à une société spécialisée. Le deuxième mode, c'est la régie. Donc la régie, c'est tout simplement la collectivité qui décide de prendre en charge à elle seule la construction et l'exploitation. Donc c'est très courant c'est assez courant pour la gestion de l'eau par exemple, où la collectivité, la mairie, va décider de s'occuper de la gestion de l'eau dans sa ville. De la même façon, elle peut décider de s'occuper de la création et de la gestion d'un réseau de télécommunications. C'est le cas de la ville de Montpellier par exemple, qui a créé un réseau il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, ce qui était assez innovant à l'époque, et exploite aujourd'hui par ses propres moyens ce réseau de fibre optique. La boucle locale, c'est en fait ce qui démarre chez vous et qui vous amène jusqu'à un point de concentration dans lequel vont être présents les opérateurs de fourniture d'accès à Internet notamment. Donc schématisé, en fait, il y a plusieurs étages. De domicile en haut, les points de concentration, la sous-répartition et le NRA tout en bas. J'ai quelques photos. À gauche, une chambre de tirage et à droite, l'intérieur d'un NRO. On va passer d'autres photos, parce que c'est intéressant de voir un peu à quoi ressemblent tous ces éléments-là. Voilà, par exemple, un sous-répartiteur. C'est quelque chose que vous avez certainement déjà croisé dans les rues. Avant de passer au chapitre suivant, on va faire un petit exercice. Là, on a vu un certain nombre de choses qui sont un petit peu théoriques. Je voudrais savoir si parmi vous, qui puissent lever la main, il y en a qui savent comment fonctionne un fournisseur d'accès Internet, qui pensent savoir. Ok. Alors, on va faire ce travail ensemble. L'idée de l'exercice, en fait, c'est d'imaginer que on prenne un utilisateur d'Internet lambda, tout un chacun qui a un ordinateur portable à la maison, connecté en Wi-Fi, et qui va avoir besoin de télécharger un fichier quelque part sur Internet. Alors on va prendre un exemple concret. On va dire que c'est un des étudiants d'ici
qui a besoin de télécharger une image ISO qui est sur un serveur de l'IUT de Béziers. Et on va essayer de voir un petit peu quelles sont les étapes, le tracé de la donnée, de bout en bout. Alors on va commencer par l'utilisateur qui est sur son laptop, connecté en Wi-Fi. Qui a besoin de télécharger un fichier ISO qui est à l'IUT de Béziers. Là on est à la maison. On va prendre des hypothèses, on va dire qu'on est abonné à Free, en ADSL, et que le fichier ISO il est à l'IUT de Béziers. D'après vous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on traverse entre les deux? On va commencer par la gauche. On va essayer, si possible, de faire circuler le micro. Quand il y a des gens qui ont des interventions à faire, ça pourrait être pas mal. Donc la première chose que notre internaute va traverser, selon vous, ça va être quoi? Alors j'entends LAN, j'entends box, c'est pas mal. On va garder le terme de box. Mais la box, en fait, c'est quoi? C'est un routeur, ok. C'est un modem, ouais. Et une troisième chose. Un switch, éventuellement, ouais, mais là, ça ne nous intéresse pas trop. Le laptop, il est connecté en comment? Un point d'accès, ouais. En fait, la box, aujourd'hui, c'est trois choses, alors qu'à une certaine époque, quand les box n'existaient pas, on avait vraiment trois choses distinctes. On avait un point d'accès Wi-Fi, on avait un routeur et on avait un modem. Le modem, je vais mettre AP pour Access Point. Le modem, en fait, il sert tout simplement à moduler et démoduler le signal qui va passer sur la ligne téléphonique. Donc là, on a une partie point d'accès. Donc effectivement, on a un LAN. Tout à l'heure, on a entendu parler de LAN. Le LAN, c'est cette partie. Le LAN, il peut être filaire ou sans fil. La partie routeur, elle va permettre de faire la séparation de la partie LAN de la partie WAN et de router les paquets entre les deux parties. Et la partie modem va permettre de moduler et démoduler. À quoi on est branché là? Alors avant ça, hein, plus basiquement, dans l'appartement, on est branché à un mur, ouais. Enfin une prise en fait, hein, quand même. Cette prise, je vais la schématiser comme ça, même si aujourd'hui c'est plus des prises T. C'est encore beaucoup comme ça. Aujourd'hui, bon, on met des prises RJ11, RJ45, mais en fait, c'est important de la dessiner parce que c'est la limite de la boucle locale. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, je poursuivrai le trait tout à l'heure, on rentre sur la boucle locale de l'opérateur, qui est, encore une fois, appartient à France Télécom, mais peut être exploité par des opérateurs tiers. Qu'est-ce qui se passe derrière la prise? Bon, on a un câble physique tout bête avec à l'intérieur plusieurs paires de cuivre qui va descendre le long de l'immeuble, qui va se retrouver sous le trottoir et qui va aller quelque part, selon vous, où? Borne du quartier, ouais. Alors voilà, sous-répartiteur. Le sous-répartiteur, c'est l'élément qui est le plus proche de chez vous, qui permet de concentrer toutes les lignes
de la zone couverte par ce sous-répartiteur. Un sous-répartiteur, en fait, c'est deux choses. C'est une armoire qui est présente dans les quartiers. Sur la partie gauche d'un sous-répartiteur, vous avez des borniers qui sont finalement tous les câbles, parce que là on en a dessiné qu'un, mais en fait il y a tous les câbles de tous les appartements qui arrivent dans ce sous-répartiteur sur la partie gauche, sur des borniers. Un bornier, en fait, c'est deux connecteurs en quelque sorte, puisqu'on fonctionne toujours par paire de cuivre. Et à droite, on a aussi des borniers, mais qui partent vers le réseau, qui continue sur la boucle locale. Et en fait, quand vous souscrivez un accès à ADSL dans un nouveau logement, il y a quelqu'un qui physiquement va venir intervenir sur le sous-répartiteur et qui va placer une jarretière pour dire le bornier de telle référence qui correspond à tel logement, je le renvoie, je le jarretière, par ce nom-là, vers la boucle locale qui va arriver un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement avoir entre les deux là? C'est des chambres de tirage qui sont sous les trottoirs ou sous les routes, qui servent à canaliser les différents tracés et à jointer les différents câbles. L'élément d'après, selon vous? NRA, très bien. Il triche. Alors le NRA, ça veut dire nœud de raccordement abonné. Donc c'est aussi un point de concentration, mais un peu plus large. Là, on est à l'échelle d'une centaine de logements, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus. Le NRA, on est à l'échelle d'un quartier ou plusieurs quartiers, donc plusieurs dizaines, enfin milliers ou dizaines de milliers d'abonnés. Donc en fait, on a une multitude de sous-répartiteurs, peut-être une dizaine, une vingtaine, plusieurs dizaines, dans un quartier, qui font tous arriver au NRA. Donc, à l'intérieur de ce NRA, on va avoir un peu la même chose que dans un sous-répartiteur, mais à une échelle plus importante, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque part, sur la partie gauche, je schématise la partie gauche, tous ces abonnés, hein, donc avec des borniers aussi, et sur la partie droite, qu'est-ce qu'on va avoir? On arrive jusqu'au NRA. Comment on ressort du NRA? En fait, quand vous souscrivez un abonnement, vous choisissez un opérateur. Et à l'intérieur du NRA, tous les opérateurs sont présents. Free, SFR, etc. Et donc, en fonction de l'opérateur que vous avez choisi, il va se passer la même chose. C'est qu'on va faire physiquement quelqu'un qui intervient dans le NRA pour faire une jarretière entre votre bornier, la matérialisation physique de votre prise téléphonique, et l'équipement de l'opérateur que vous avez choisi. Quand vous vous raccordez à un opérateur qui n'est pas France Télécom, en général, dans la majorité des cas, on fait ce qu'on appelle du dégroupage, c'est-à-dire que France Télécom disparaît du fonctionnement et aucun équipement France Télécom n'est traversé. Vous êtes directement raccordé à l'opérateur. L'opérateur, il dispose d'équipements dans le NRA qui s'appelle Deslam. Je vais le schématiser à côté, même si en fait il est à l'intérieur. Alors un Deslam, ça fait quoi? Ça multiplexe.
Alors ça module et ça démodule aussi, parce que finalement, c'est l'équivalent du modem, mais côté opérateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette partie-là, boucle locale, donc finalement qui vient s'arrêter ici, cette boucle locale est encore aujourd'hui beaucoup constituée de paires de cuivre, et qu'on ne peut pas faire passer sur la paire de cuivre le même signal que ce que vous avez sur votre LAN avec votre switch et vos câbles, pour des questions de distance, des questions de perte de signal, etc. Et donc on est obligé de faire passer certaines fréquences. Et donc c'est la partie modem de chaque côté qui va transformer, si vous voulez, votre signal Ethernet en quelque sorte en signal transportable sur la boucle locale et à nouveau en signal Ethernet en quelque sorte par la suite pour aller plus loin. Un DSLAM, c'est un équipement qui ressemble à un switch en quelque sorte, avec de multitudes de prises qui correspondent à chacune, enfin pour chacune à plusieurs dizaines ou centaines d'abonnés, et de l'autre côté qui ressort en Ethernet. Donc les NRA, on va aussi en avoir plusieurs à l'échelle d'une ville. Bon, je vais en schématiser que deux, mais pour vous donner une idée, sur une ville comme Montpellier, il doit y avoir 6 ou 7 NRA, entre 5 et 7 peut-être, et disposés évidemment de façon à pouvoir être le plus central possible par rapport aux abonnés qu'il dessert. On a une grande problématique avec le DSL, c'est la distance des lignes, la longueur des lignes, puisque entre ici et ici, on peut très bien avoir 200 mètres dans le meilleur des cas, mais très rare, voire 5000 ou 6000 mètres dans les cas les plus défavorables. Et quand on a 5000 ou 6000 mètres, on a un débit qui est très très faible, et donc pas la possibilité d'avoir la télévision, l'internet à 1 méga, ou éventuellement la téléphonie. Bon, la téléphonie, en général, il n'y a pas de souci. Alors que quand on a une boucle locale qui fait juste 200 mètres, on va pouvoir avoir un débit internet au-delà de 20 mégas, la télé en HD, etc. La VOD, etc., voire même plusieurs flux HD en simultané. Donc ça crée quand même une certaine distorsion de la concurrence, puisque finalement ces deux personnes-là, qui sont dans le meilleur des cas ou le pire des cas, vont payer le même abonnement, mais vont pas avoir les mêmes services. Pour combler un petit peu cette problématique de distance, il y a au moins deux choses qui sont mises en place. La première, c'est la création de nouveaux NRA, tout simplement pour raccourcir les lignes. On va placer un nouveau NRA dans un nouveau quartier. Il faut savoir que c'est quand même très coûteux, et que en général, France Télécom, puisque c'est le propriétaire de la boucle locale, c'est à France Télécom de faire ses travaux. En général, aujourd'hui, France Télécom dit non, moi je ne veux pas le faire, ça va me coûter trop d'argent. Surtout qu'au final, tous les abonnés du NRA vont passer chez des opérateurs autres qu'Orange, donc je ne vais pas rentrer dans mes frais, donc ça ne m'intéresse pas. Et il y a eu un cas très très concret à Montpellier, où il y a un quartier qui a été créé qui s'appelle Malbosc, où Orange a dit non, moi je ne construis pas de NRA ici. Et c'est la ville de Montpellier qui a financé la création du NRA. Ça a mis beaucoup de temps, évidemment, parce qu'entre-temps, il y a eu des discussions plutôt houleuses. La deuxième solution, qui concerne plutôt les zones peu denses, c'est la création de mini NRA qui tiennent dans une armoire de rue, NRA ZO tout à fait, qui sont raccordés en fibre optique. C'est-à-dire finalement que, imaginons ici, on a la création d'un NRA ZO.
On va le raccorder en fibre optique jusqu'au NRA le plus proche, pour le faire bénéficier du maximum de débit possible. Et ensuite, on raccorde les abonnés à ce NRA-Z2. Bon. Sur la région Languedoc-Roussillon, il y a une démarche qui a été lancée il y a 4-5 ans pour la création de je ne sais plus combien d'NRA-Z2 dans les zones qu'on appelle grises ou noires. Donc les zones où il n'y avait pas ADSL ou ADSL à très très bas débit. Qu'est-ce qui va se passer après ce DSLAM? Sur le réseau opérateur. On rentre sur le réseau opérateur, absolument. Alors, je vais le schématiser pour l'instant comme ça. C'est le dessin habituel pour faire un routeur. Le réseau de l'opérateur, en fait, il va vraiment dépendre de l'opérateur en question, puisque chacun a la liberté de le construire comme il le veut. Il se trouve que, pour des questions un peu logiques, les opérateurs ont des réseaux qui se ressemblent beaucoup. En général, ils créent ce qu'on appelle un réseau de collecte, qui va servir en fait à collecter tous les abonnés d'un périmètre défini, qui peut être un petit périmètre ou un grand périmètre. Collecter, et ensuite, une fois qu'ils sont collectés, les remonter vers leur backbone. Je vais prendre l'exemple de Free, puisque c'est l'hypothèse qu'on a prise. Free dispose à différents endroits stratégiques d'une région de routeurs qui sont en général dans des NRA. Et tous ces routeurs sont raccordés à un point de collecte régional qui, pour ce qui nous concerne, est basé à Montpellier. Et partent ensuite de ce routeur de collecte vers leur réseau national, de transport national. Donc sur cette section-là, on est sur ce que, en général, on appelle le réseau de collecte. En fonction des opérateurs, on va viser d'avoir une qualité de service plus ou moins importante. En général, on distingue quand même deux principales catégories de services, le service grand public et le service professionnel. On s'attend en général, quand on fournit un service à un professionnel, à ce que ça ne s'arrête jamais, dans la mesure du possible. Alors que pour le grand public, on est un peu moins regardant. Vous avez probablement déjà constaté des pannes qui peuvent durer plusieurs jours, ou moins, ce qui n'est pas du tout acceptable pour une entreprise. Donc, en fonction du niveau de service qu'on va viser, l'opérateur va mettre en conséquence une infrastructure adaptée. Là où, pour un service destiné à du grand public, il va mettre le minimum de matériel possible pour que ça lui coûte le moins cher possible et qu'il puisse revendre le moins cher possible, on va avoir du coup des problématiques de redondance. Si on a un équipement ici qui tombe en panne, parce qu'il y a une coupure électrique dans le quartier, ça arrive, on va avoir toute une zone de chalandise qui va être coupée d'Internet pour plusieurs heures, plusieurs jours. C'est pas du tout acceptable évidemment pour une entreprise. Donc pour une entreprise, en général, on va chercher à avoir au moins un deuxième équipement qui prend le relais en cas de panne du premier. Dans le meilleur des cas, on va même éventuellement, l'entreprise va demander à être raccordée à 2 NRA différents, au cas où le problème se situe sur le NRA, qu'on puisse passer par un second chemin. Et ensuite, au sein du réseau de l'opérateur, on peut mettre plus ou moins de redondance également en multipliant les équipements, en multipliant les chemins d'accès à ces différents équipements. Pour rester sur Free, mais c'est valable pour les autres, en général, dans une ville, les NRA sont reliés entre eux sous la forme d'une boucle, ce qui permet de pouvoir passer par un autre chemin en cas de coupure de cette boucle. L'intérêt d'une boucle, c'est qu'on puisse emprunter les deux chemins différents pour arriver à la destination.
Là, on est encore à Montpellier, là. Je vous rappelle qu'on va à Béziers. Alors là, on était à Béziers, hein, quand même, déjà. On a pris une hypothèse qui est qu'on est installé à Béziers et qu'on va chercher un fichier qui est à Béziers. Sauf qu'ici, là, on est remonté à Montpellier, déjà. Parce que le réseau de collecte de Free est centralisé à Montpellier. Qu'est-ce qui va se passer après, selon vous, après Montpellier? Soit il y a un échange entre la SDI qui est à Montpellier, soit il remonte à Paris. Alors, la remarque est bonne. Donc, soit on peut redescendre directement à Béziers, ce qui semblerait logique, soit on remonte à Paris. Et en fait, la réalité, c'est qu'on remonte à Paris. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, finalement, on va traverser un réseau... Un réseau est constitué de plusieurs équipements répartis sur toute la France, qui est le backbone de l'opérateur. Donc backbone, ça signifie colonne vertébrale. Ces équipements, ils vont être pour Free, par exemple, on va avoir des équipements à Lyon, où c'est des endroits un petit peu stratégiques de France. Lyon pour le côté central, ça peut aussi être Bordeaux, si on remonte par l'ouest, et puis évidemment à un moment donné Paris. En général sur le backbone on est quand même assez redondant, parce qu'évidemment si on avait une panne d'un équipement sur le backbone qui coupait la moitié de la France, ça serait quand même un peu embêtant. Donc les opérateurs s'attachent à ce que leur backbone soit redondant, autant au niveau des équipements qu'au niveau des liaisons. Et oui, on remonte à Paris. Alors, c'est la... Oui. Au niveau du protocole installé sur le backbone, c'est de l'ATM historique ou par exemple chez qui ils font du DT? Alors c'est une bonne question. Donc on appelle ce réseau backbone, on peut aussi l'appeler réseau de transport. L'objectif étant de transporter une donnée d'un point de collecte jusqu'à un point central, qui en France est à Paris. Historiquement, les opérateurs utilisaient ATM pour des questions historiques de débit, d'équipement, de coûts, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On utilise Ethernet, qui n'est pas du tout une technologie adaptée à la longue distance, mais qui a été considérée de fait comme la technologie la moins coûteuse pour transporter ces données. Donc c'est un protocole qui du coup est très très simple, puisque c'est la même chose finalement que ce que vous pouvez constater sur vos LAN. On a des équipements adaptés hein, au métier d'opérateur, mais finalement c'est des switches et des routeurs relativement classiques. Et donc ces opérateurs vont tous nous remonter à Paris, parce que tous ces opérateurs ont considéré que c'était plus simple pour eux, techniquement parlant et financièrement parlant, que de centraliser à un seul endroit la collecte de tous leurs abonnés. Ensuite, l'étape d'après, on va partir en fait de la fin, avant de se poser la question de ce qui se passe au milieu. On a pris l'hypothèse que ce fichier était hébergé à l'IUT de Béziers. Est-ce que on peut imaginer ce qui se passe? Ce fichier, il est hébergé où, comment, sur quoi? Allez, on va dire qu'il est sur un serveur FTP. On peut même aller un peu plus loin. On imagine qu'il est sur une bête disque.
raccordé à un serveur. Ce serveur, il est raccordé à un switch. Ce switch, il constitue le LAN de l'UT. Ce switch, il est raccordé à un routeur. Éventuellement, il peut y avoir plusieurs switches, hein, comme ça a été dit, c'est l'hypothèse réaliste. Et ce routeur, il est connecté à la S de l'enseignement de la recherche à Renater. il est raccordé à un opérateur qui est un peu particulier, effectivement, qui s'appelle Renater. Dans le cas d'unité de Béziers, ou dans le cas d'une fac ou d'un équipement de recherche, en général, on est raccordé à Renater, qui lui-même va installer un routeur. Donc là, on peut considérer ici qu'on est sur le LAN, au même titre qu'on l'était là-bas. Donc là, on peut déjà se dire que finalement, on est bien sur Internet, puisqu'on a raccordé un LAN à un autre LAN. C'est le principe de base d'Internet. Et on va rentrer ensuite sur le réseau de l'opérateur concerné. Donc là, Renater. Alors Renater, un petit mot, c'est un opérateur un peu spécial qui a été créé il y a fort longtemps, qui ne s'adresse qu'aux équipements de recherche et d'éducation. L'idée étant de fournir un accès Internet, mais aussi l'accès à certaines ressources qui peuvent être mises en commun entre tous ces équipements de recherche, ces organismes de recherche. Alors, pourquoi est-ce que Renater va installer un routeur à l'UT de Béziers? Parce qu'ils organisent la collecte en interne. Alors, en fait, on appelle cet équipement-là un CPE. Le C, ça veut dire customer, donc client. Prémise, ça veut dire sur site. Équipement. Donc, c'est un équipement présent sur le site du client. C'est un équipement qui est important. Là, j'ai pris le cas de l'UT de Béziers, mais c'est valable dans tous les cas de fourniture d'accès Internet à une entreprise ou un organisme professionnel. C'est un équipement de démarcation, de limite de démarcation entre le réseau de l'usager et son propre réseau. Et c'est important qu'il soit chez le client, parce que ça permet à l'opérateur de s'y connecter à distance et de vérifier que sa liaison fonctionne bien jusque chez le client. Lorsque le client appelle pour dire j'ai un problème d'accès Internet, la première chose qu'il va vérifier, s'il n'a pas d'alerte de monitoring dans sa supervision, c'est d'aller voir s'il arrive au moins à se connecter à son CPE, à son équipement qui lui appartient, à l'opérateur, qui est chez le client. S'il y arrive, c'est que déjà la liaison fonctionne jusque chez le client. Et ensuite, il peut d'ores et déjà quasiment considérer que le problème, il ne se situe pas chez lui, mais chez l'usager. Éventuellement, dans ce cas-là, on vérifie quand même ici que la connectivité avec l'équipement, le routeur du client est toujours fonctionnelle, mais ça lui permet de se décharger de la responsabilité de l'incident. Donc voilà la raison pour laquelle, en tant que fournisseur d'accès Internet professionnel, on place un équipement chez le client. Et en fait, finalement, la box, c'est un CPE. Après, on va rentrer un peu dans la même chose que ça, c'est-à-dire un réseau de collecte, puisque chaque opérateur va collecter ses abonnés sur des équipements assez proches géographiquement. Et cette collecte, alors pour Renater, elle est à Montpellier, et elle-même raccordée à un backbone.
général nationales. Et va remonter à Paris. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai expliquées pour Free tout à l'heure. Donc c'est quand même intéressant de comprendre, enfin de constater déjà que pour un bitérois qui va récupérer un fichier à l'IUT de Béziers, il va remonter à Paris. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est bien. Alors en fait, on a différentes possibilités. La première et la plus évidente, ce serait qu'on est tout simplement ça serait pas mal. Alors pour qu'on ait ça, il faudrait que là on est chez Free. Et là on est chez Renater. Mais finalement, cet exemple, il est valable dans tous les autres cas, avec tous les autres opérateurs. Il faudrait que Free et Renater se mettent d'accord pour connecter un câble entre les routeurs de chacun des deux, se mettre d'accord commercialement parlant pour se dire ok, on fait ça, mais ça coûte combien, qui va payer, pourquoi, etc. Et puis, en général, si on fait ça, c'est qu'on a envie que ça fonctionne, donc on va le faire à plusieurs endroits différents, parce que si on le fait qu'une fois et qu'à un moment donné, ce câble-là, il est coupé, on n'a plus de communication entre les deux, c'est un peu embêtant, donc on va le faire à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, pour avoir de la redondance. Alors pourquoi pas, ça se fait, il y en a certains qui le font, parce qu'ils ont un intérêt commun à le faire. Mais en général, il y a une grosse problématique à fonctionner comme ça. C'est que là, j'ai pris l'exemple de Renater et de Free. Mais si Free veut faire pareil avec Orange, avec SFR, avec Completel, avec OVH, avec One & One, avec, voilà, avec tout le monde, il va être obligé d'avoir des dizaines, voire des centaines de câbles branchés à chacun des réseaux des différents autres opérateurs. Et d'une part, c'est très coûteux, parce que ça veut dire qu'il faut un équipement ici qui ait suffisamment de ports pour pouvoir le faire. Il faut qu'il en ait plusieurs de ces équipements-là, puisque comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait une redondance. Et il faut aussi imaginer que ces deux opérateurs-là, j'ai schématisé, ne sont peut-être pas présents physiquement au même endroit. C'est sûr que s'il y en a un qui est là et l'autre qui est là, on tire un câble de 20 mètres, on est bon. Mais s'il y en a un qui est présent dans un arrondissement de Paris et l'autre en banlieue parisienne, bah, il va falloir autant de câbles que d'opérateurs pour se raccorder. Donc évidemment, on peut imaginer que le modèle n'est pas très très intéressant. Donc la deuxième hypothèse, partant de ce constat qui est très simple à comprendre, c'est que finalement, il vaut mieux que tout le monde se mette d'accord sur une modalité à peu près commune et qu'on invente un système qui s'appelle un point d'échange. Donc, un point d'échange, c'est bêtement un switch, schématiquement, hein, parce que finalement, c'est un peu plus complexe que ça. Un gros switch sur lequel tous les opérateurs vont pouvoir, s'ils le souhaitent, venir se raccorder, dans l'objectif que tous ces opérateurs-là puissent échanger le trafic entre eux. Parce que le besoin, il est bien là quand même, c'est qu'on interconnecte Free à Renater.
si Free et Renater ne sont pas interconnectés, on ne pourra jamais télécharger notre fichier ISO, et finalement on n'aura pas Internet, on aura deux Internets. Alors ce schéma-là, il est beaucoup utilisé, mais ce n'est pas forcément la seule solution. Un point d'échange, déjà, c'est une structure qui peut être assez coûteuse, parce qu'il faut des équipements qui soient fiables, il en faut plusieurs pour la redondance. Et ensuite, il faut que géographiquement, ce switch il soit placé au bon endroit stratégique, où il y a le maximum d'opérateurs possible. Donc pour pouvoir répondre à toutes ces caractéristiques, finalement, un point d'échange il doit être situé à plusieurs endroits. En général, à Paris, on va chercher à être présent dans tous les centres de données et raccorder chacun des switches entre eux pour former une sorte de gros switch virtuel sur lequel vont se raccorder les opérateurs. On en a un qui s'appelle France IX, qui est le point d'échange le plus connu et sur lequel passe le plus de trafic en France, qui a un modèle assez sympa. C'est une association, donc ce qui amène un côté neutre à la chose qui est intéressant, parce qu'il faut quand même aussi comprendre que chacun des opérateurs qui va chercher à se raccorder aux autres, il a un intérêt économique, il a un intérêt concurrentiel à le faire ou à pas le faire. Pour lui, si ce point d'échange était opéré par un concurrent à lui, il pourrait se dire non, ça ne l'intéresse pas de s'y raccorder parce qu'il va faire bosser un concurrent. Donc la notion de neutralité est importante. On a un troisième modèle qui va en fait consister... Je vais schématiser le premier modèle, qui était celui-là. Le deuxième modèle, qui est celui-là. Alors IX, c'est Internet Exchange. C'est pour dire échange de paquets Internet. Le troisième modèle, d'après vous? En fait, le troisième modèle, il serait tout simplement... de passer par un tiers, qu'on va appeler alors je l'appelle Tata, c'est pas une blague, il y a un opérateur qui s'appelle Tata. On passe par un tiers. Alors pourquoi? Et pourquoi pas? Parce que c'est lui qui a ce tiers de jouer le rôle de soit le rôle 1, soit le rôle 2. Alors, plus simplement, on a vu que la solution 1 était très très difficile à mettre en œuvre. Donc la solution 1, elle est vraiment à la marge. La solution 2, elle ne peut pas toujours être appliquée, parce que cet opérateur-là peut décider de ne pas se raccorder à un point d'échange, pour des raisons qu'il regarde. Il peut peut-être aussi ne pas, techniquement, pouvoir se raccorder à un point d'échange, parce qu'il n'en existe pas dans son pays, ou dans sa ville, ou à l'endroit où il est. Et donc dans ce cas-là, il est bien obligé de pouvoir quand même discuter avec Renater. Donc, il va tout simplement se raccorder à un autre opérateur qui lui est peut-être plus gros, ou qui lui a la possibilité d'être raccordé directement à lui. Et donc, il va traverser, donc transiter, on appelle ça le transit, sur le réseau d'un tiers. Alors, évidemment, le fait de traverser ce réseau-là, ça va être quelque chose qui va être payant, puisqu'il va utiliser les ressources du troisième opérateur. Il va traverser ses équipements, il va traverser ses liaisons, il va utiliser une partie des ressources, donc il va payer ce qu'on appelle payer du transit. Voilà, les trois possibilités différentes pour que nos deux opérateurs puissent dialoguer. Est-ce que ça vous mène à des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de faire une pause pour réfléchir à des questions. Et comme ça, on les aborde en rentrant.